Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 159 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, top des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Par exemple si le Texama Show fait 1 heure, bon celui-là ne fera pas 1 heure, mais s'il fait 1 heure et que vous êtes en mode oh c'est trop long, ben, vous pouvez sauter vers les sujets qui vous intéressent le plus et vous n'êtes pas obligé de regarder tout, il n'y a aucun problème. Du coup, cette semaine-ci, une bonne sélection de news, vous allez le voir, on a le Pixel 4a qui va bientôt arriver. Il y a toujours des rumeurs sur les cartes graphiques et tout ça que je vais un petit peu parler, l'arrivée d'un nouveau processeur chez Intel qu'on avait déjà vu par le passé, et aussi un petit peu de news au niveau SpaceX. Première news du coup, c'est le Pixel 4a. Il va arriver normalement lundi, ou plutôt il va être annoncé par Google lundi et sera normalement disponible à peu près en même temps. C'est du coup assez exceptionnel parce qu'en général les smartphones sortent plutôt en milieu de semaine ou voire fin de semaine. Du coup, c'est évidemment la version plus cheap, entre guillemets, du Pixel 4 qui avait eu quelques problèmes, soyons honnêtes. Toutefois, avec ce Pixel 4a, on a un design beaucoup plus sympathique selon moi que le Pixel 4. Un téléphone qui fait assez moderne, qui évidemment a des specs plus modestes parce que c'est le but ici. Ils sortent un smartphone milieu de gamme, réellement milieu de gamme. Il sera annoncé d'ailleurs pour 350 $, à voir si ça se traduira pour un prix de 350 € aussi. Mais dans tous les cas, au niveau spec, donc on a, alors les specs ont été leakés par quelqu'un, donc c'est pas les specs forcément officiels, mais comme le téléphone va littéralement sortir demain, c'est à peu près sûr que ce soit les specs officiels, soyons honnêtes. Donc, il a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 349 $, comme ça a été indiqué. Snapdragon 730G, qui n'est pas le plus gros au niveau milieu de gamme des Snapdragon, justement. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais comme vous allez le voir avec le reste des specs, c'est pas non plus un smartphone qui vise le ultra haut de gamme ou autre chose. Donc il y aura une version 5G aussi qui sortira plus tard à 499 $. Honnêtement, ignorez-la, ça sert à rien la 5G, surtout en ce moment. On a un écran 5,8 pouces avec une petite notch, enfin c'est un trou dans l'écran, comme vous pouvez voir, pour avoir la caméra frontale. Pas la meilleure solution, mais ça va encore, surtout sur un téléphone aussi peu cher. C'est un écran toutefois OLED, donc ça c'est plutôt sympathique à avoir. Et comme il a une taille de 5,81 pouces et qu'il est assez proche des bords, ça devrait être un téléphone très petit. Donc pour ceux qui ont des petites mains ou autre chose et qui justement attendent ce genre de smartphones qui sont de plus en plus rares, ça pourrait être une très bonne offre pour vous. En fait, quand on regarde vraiment les specs de ce smartphone, c'est un concurrent direct plutôt à l'iPhone SE de chez Apple. Genre même genre de petite taille, des specs. Bon, l'iPhone SE a par contre un très bon processeur, mais il vise selon moi pas mal le même marché. On a aussi une batterie de 3140 mAh, pas la plus grosse, mais vu que le Snapdragon 730 n'est pas très puissant et qu'il y a un écran OLED, pas hyper haute résolution non plus, ça devra encore aller. Et puis au niveau de la caméra, vous avez du 12 mégapixels en principal, pour information. Vous avez une caméra de 8 mégapixels à l'avant. Donc oui, il n'y a qu'une caméra à l'arrière pour ceux qui se demandent. Après, c'est un pixel. Je vous le rappelle que les pixels sont toujours excellents niveau caméra. Google a passé beaucoup de temps là-dessus à justement essayer d'améliorer. Ce qui, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, ce n'est pas forcément dû au fait qu'ils utilisent les meilleurs capteurs au monde. C'est juste que Google passe le temps de traiter l'image qui sort de ce capteur pour qu'elle soit la plus belle possible et exploite au maximum ce capteur. Et du coup, normalement, la plupart des constructeurs de smartphones, s'ils prenaient le temps de faire ça, pourraient avoir aussi une aussi bonne image sur leur téléphone, justement. Mais bon, je tenais juste à le noter, parce que c'est selon moi un des trucs que beaucoup de constructeurs devraient prendre le temps de faire, genre développer du bon logiciel pour leur téléphone. Du coup, c'est un concurrent, comme j'ai dit, direct à l'iPhone SE, mais aussi un petit peu OnePlus Nord, même si selon moi, il ne joue pas vraiment sur les mêmes créneaux. Le OnePlus Nord est plus... pour ceux qui veulent une bonne expérience multimédia, il a un plus grand écran, 90 Hz, un Snapdragon aussi plus puissant. Le niveau RAM, bon, c'est à peu près similaire, honnêtement, ça ne va pas faire d'énormes différences. Donc, ils sont au final au même prix, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes gens qui l'achètent. Toutefois, ça va quand même faire de la concurrence au OnePlus Nord, parce que ceux qui veulent une bonne photo, qui ont pas envie d'avoir un appareil photo, qui veulent juste avoir un bon appareil photo dans leur poche, toujours présent avec eux, qui est leur smartphone, ça pourrait être tout simplement un meilleur choix. Et ça ne m'étonnerait pas que justement beaucoup de gens le préfèrent pour ça. D'ailleurs, niveau availability, je vais le dire en anglais, non, disponibilité, il sera disponible dans un premier temps, mais il arrivera plus tard aux États-Unis du coup,
au Royaume-Uni, en Irlande, Allemagne, Australie, Japon et Canada. Donc ouais, toujours pas en France. C'est dommage à chaque fois de voir que Pixel, genre Google prend du temps à amener les pixels en France à chaque fois. C'est à croire qu'ils veulent pas les vendre en France, qui est un peu bizarre parce que selon moi, il a des specs qui sont plutôt bonnes pour la France. Enfin, beaucoup de gens l'aimeraient bien en France, donc ouais. Bref, dans tous les cas, on verra ce que ça donnera un petit peu. Ça, honnêtement, quand on voit aussi ce lancement un petit peu d'un coup le lundi, ça semble aussi être un peu une manière de concurrencer, je vous rappelle, OnePlus qui va sortir le OnePlus Nord le 4 août normalement. Donc c'est juste avant la sortie du OnePlus Nord. Il a été annoncé évidemment, mais il sera disponible officiellement le 4 août. Évidemment, des gens ont déjà précommandé, mais certaines personnes pourraient se dire, oh bah tiens, le spec de ce Pixel 4a m'intéresse plus. Je retire ma précommande et je prends celui-là. Mais bon, encore une fois, selon moi, ils ne sont pas exactement sur le même créneau. C'est plus un concurrent direct, par contre, à l'iPhone SE. Sauf sur le processeur, mais pour le reste, c'est très... Genre, c'est vraiment, ça vise l'iPhone SE, selon moi. Ensuite, une news toujours au niveau smartphone. C'est au niveau de Google et Samsung. Google voudrait que Samsung arrête un petit peu, justement, de faire tous ces trucs propriétaires. Alors, c'est pas genre, oui, vous arrêtez ou c'est pas bien et on vous punit ou autre chose. Non, c'est plus... Google offrirait des avantages financiers, par exemple s'ils utilisent les apps Google et tout ça, pour que Samsung justement arrête de faire Bixby et aussi tout ce qui est Galaxy App Store. Ce qui n'est pas très étonnant parce que Google a toujours essayé de viser ce monopole. Je vous rappelle d'essayer de faire en sorte que tous les constructeurs en Android utilisent toujours l'App Store. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 2 autres marques en plus de Samsung qui ont vraiment des App Store développés. Il y en a d'autres qui en ont, mais voilà, c'est pas hyper développé. Donc vous avez évidemment Huawei, vu qu'ils n'ont pas trop le choix en ce moment. Et vous avez Amazon, qui mettent carrément leur propre service. Ils mettent même pas forcément les services Google Play. Donc c'est pour dire. Donc c'est pas assez étonnant. Après, maintenant, ça pose la question de, évidemment, la concurrence. Google a déjà été puni plusieurs fois en Europe pour abuser de sa position dominante. Et selon moi, on est un petit peu dans ce cas-là. Il faut voir aussi si Samsung accepterait. Parce que selon moi, c'est un peu sacrifier un gain temporaire pour... un gain temporaire alors qu'ils pourraient faire des gains dans le futur. Parce que si Samsung continue d'avoir leur propre écosystème, même si c'est pas le meilleur, mais les gens sont habitués à l'écosystème Samsung. Le truc, c'est que tout le monde, tous les autres constructeurs utilisent les applications Google. Donc, si Samsung réduit la quantité d'applications Samsung, justement, et même si ils continuent de les mettre disponibles sur le Play Store et tout ça, selon moi, ils enlèvent un petit peu le côté, justement, que les gens aiment bien être dans l'écosystème de quelque chose et que tout fonctionne bien et tout. Donc, à voir, à voir. Après, ça concerne surtout ici Bixby et le Galaxy App Store. Encore une fois, vous pourriez avoir juste... comme le fait Samsung, les 300 000 applications Samsung préinstallées pour la galerie photo, pour le je ne sais quoi et encore. Ça irait toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter ces applications. C'est plus qu'ils arrêteraient le Galaxy App Store s'ils acceptent l'offre de Google et aussi Bixby. Bon, pour Bixby, c'est déjà plus discutable parce que Bixby n'est pas incroyable, soyons honnêtes. Samsung est revenu plusieurs fois en arrière sur leur intégration de Bixby qui au début était très présent avec le bouton Bixby dédié et puis après ils ont retiré petit à petit. Donc on verra. Encore une fois, selon moi, c'est un abus de puissance, enfin un abus de position de la part de Google et c'est pas normal qu'ils fassent ça. Mais après, je sais que tout le monde n'est pas fan non plus du Galaxy App Store, soyons honnêtes, ni de Bixby. Tant qu'on est en train de parler de Samsung, je vous rappelle qu'il y aura l'événement Unpacked de Samsung cette semaine-ci. Ce sera normalement le 5 août, si je me souviens bien. Et du coup, il y aura certainement le Galaxy Fold 2 de montrer. On a déjà des images en réalité, donc le voilà, si vous n'aviez pas encore vu. Donc c'est similaire au Galaxy Fold 1 dans le principe. Donc vous avez un écran extérieur et puis évidemment, vous dépliez le téléphone pour avoir le grand écran. Mais après ça se voit vraiment que c'est une deuxième gêne, notamment au niveau du fait que l'écran est plus large. En réalité, il est plus large ce téléphone. Ça ne se voit pas beaucoup comme ça, mais ça se voit surtout quand vous avez les deux téléphones l'un à côté de l'autre. Il y en a qui sont amusés à le faire, justement, les mettre l'un à côté de l'autre. Vous avez... Alors, ils l'ont bien caché, évidemment, mais vous avez un petit trou là-haut avec un capteur frontal qui, selon moi, encore une fois, bricolage, voilà, en attendant d'avoir la technologie pour mettre en dessous de l'écran, mais bon, bref. Et puis, pour un téléphone comme ça, je ne suis pas non plus convaincu, parce que je veux dire, si vous voulez faire une vidéoconférence ou prendre un selfie, vous avez l'écran frontal ici.
Donc ça, c'est l'autre écran qui est de l'autre côté du téléphone quand il est fermé, qui vous permet de appeler ou autre chose sans déplier le téléphone. Et il y a aussi un capteur frontal là-dessus. Donc je suis en mode, est-ce vraiment utile? Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire des appels vidéo avec le grand écran, mais je sais pas. C'est selon moi une question de sacrifice. Et vous sacrifiez un petit peu en termes de design pour une fonctionnalité en plus que pas tout le monde va utiliser et qui fonctionnerait très bien avec le second écran. Ou alors vous le mettez et puis après vous avez des gens qui sont juste pas très contents parce qu'il y a un truc qui empiète sur leur écran. Et ça empiète justement sur l'expérience multimédia que vous avez essayé de mettre en place avec un écran plus grand. Discutable. On a le triple capteur aussi à l'arrière, qui sera très similaire au Galaxy S20 et surtout S20 Ultra certainement. Et c'est à peu près tout honnêtement. Hein. C'est la Galaxy Fold 2, elle va coûter un bras, certainement. Attendez-vous à un prix de 2000 € ou autre chose. Elle va toujours avoir un écran. Ils ont leur nouveau écran avec du verre, mais c'est pas vraiment du verre totalement. Et puis il y a une couche en plastique quand même par-dessus et que du coup, ça change rien au fait que si vous avez des ongles et que vous pouvez juste griffer votre écran à vie et que genre c'est fini, voilà, il y a une griffe maintenant et que ça va pas être très plaisant. Mais et puis c'est seulement la deuxième génération de téléphones pliables selon moi hein, ici. Donc il faudra attendre. Pour ceux qui sont intéressés, personnellement, moi j'aime bien les téléphones pliables, j'aime bien avoir un grand écran, ça m'intéresse. C'est juste que c'est trop cher et c'est trop fragile comme technologie pour le moment. Donc j'attends juste la 4e génération, la 5e génération, quand les prix auront baissé, quand la technologie sera meilleure, qu'ils auront trouvé des meilleures techniques pour faire certaines choses, ce sera mieux. Après, peut-être qu'ils n'arriveront jamais à régler le problème de l'écran pliable. Selon moi, ils pourraient y arriver. On a déjà du verre qui est en partie pliable jusqu'à un certain angle en tout cas. Il y aura moyen dans le futur. Peut-être pas pour un écran qui par contre se referme sur l'intérieur. Peut-être plutôt pour un écran qui s'ouvre depuis l'extérieur, ce serait déjà plus probable. Parce que là, du coup, vous n'avez pas besoin d'une courbure aussi serrée. Un peu comme l'avait fait Huawei, la courbure était moins serrée. Et du coup, ça posait moins de problèmes. Après, ils avaient toujours un écran plastique aussi, donc voilà. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, oui. C'est juste... moi, j'en parle parce que selon moi, c'est intéressant. Mais c'est pas intéressant pour la plupart des gens, pour le moment, surtout à cause du prix. Ensuite, petite news rapide au niveau chargement rapide. Justement, ah bah tiens, ça... Hey, ça tombe bien, une news rapide sur du chargement rapide. Oh là là, on va faire cette news en moins de 5 minutes alors, parce que c'est ce que promet Qualcomm. En 5 minutes, vous pouvez atteindre jusqu'à 50% de votre batterie avec un nouveau chargement de 100 watts. Donc, ce qui est assez énorme. Hein. Je vous rappelle que les smartphones, au tout début, genre, chargeaient à 5 watts. Et puis on est passé à du 10 watts. Et puis on a considéré que c'était des chargeurs hyper rapides à 15 watts. Le Warp Charge de OnePlus est à 30 watts pour information. Et puis on a vu des chargeurs 65 watts. Et là on verrait du 100 watts carrément. C'est suffisant pour recharger un ordinateur portable en pleine charge pour information. Hein. Donc un ordinateur portable qui fonctionnerait à pleine charge, continuerait de recharger sa batterie tout en utilisant ses 100 watts, c'est pour dire. Du coup, c'est une nouvelle technologie. Qualcomm avait déjà des technologies de fast charging intégrées à leur processeur. C'est ça qui est assez aussi intéressant parce que, oui, vous avez le Warp Charge de OnePlus, mais c'est spécifique à OnePlus. Ici, tous les processeurs Qualcomm dans le futur auront ce Quick Charge 5, donc c'est plutôt intéressant. Si évidemment les constructeurs de smartphones font exprès de le mettre en place, évidemment. Donc juste pour vous resituer, le Quack, encore une victoire pour Canard. Le Quick Charge 4 pouvait charger pas mal, hein, ça allait, il me semble que c'était 20 ou 30 watts, quelque chose comme ça. Mais comme vous pouvez voir, là, il y a une sacrée augmentation. Ça ne m'étonne pas, parce que depuis 2 ans, et ça date de 2017, hein, le Quick Charge 4, donc ça fait longtemps qu'ils auraient peut-être dû en refaire un. Mais depuis 2017, même 2018, depuis 2 ans en gros, c'est la mode au Quick Charge le plus rapide possible. Essayer d'avoir des batteries qui rechargent en rien de temps, parce que comme on n'arrive pas à améliorer forcément les batteries, elles s'améliorent petit à petit, hein, les batteries, il ne faut pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, les batteries elles sont les mêmes depuis 10 ans. Non, pas vraiment, elles s'améliorent petit à petit. Et du coup, évidemment, ça ne va quand même pas assez vite pour les gens. Donc une autre technique, c'est juste charger plus vite. Si vous pouvez juste mettre votre smartphone branché pendant 10 minutes même pas, revenir et vous avez 30% de batterie en plus, pour beaucoup de gens, ça vaudrait la peine. Donc ouais, c'est pour ça que c'est selon moi très à la mode, pour un peu régler ce problème de batterie
pour essayer de recharger le plus vite. Donc je suis un peu étonné que Qualcomm soit aussi en retard sur ce truc-là, parce que genre vraiment tout le monde est là-dessus à fond. Mais bon, c'est quand même cool à voir, et comme je dis, c'est intégré à leur processeur, donc on est sûr de l'avoir comme ça. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on a une news sur le CES 2021. Je vous rappelle, c'est le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui arrive normalement en janvier. Et vous devez bien vous douter, avec tout ce qui se passe en ce moment, il a été annulé. Donc il sera entièrement en ligne, donc avec des présentations en ligne. Et c'est à peu près tout en fait là-dessus. C'est assez notable quand même parce que c'est un très gros event au niveau justement électronique. Vous avez énormément de choses annoncées à chaque fois au CES. Et du coup, que des présentations en ligne. Ce qui, selon moi, n'est pas forcément une mauvaise chose parce que de toute manière, nous, on est européens et on aurait vu que des présentations en ligne. Hein. Ça n'aurait pas changé grand-chose. En plus, l'avantage des présentations en ligne, en réalité, selon moi, elles sont beaucoup plus passables à regarder parce que les présentations sur scène... Genre, Apple, ils gèrent hyper bien leurs présentations. Mais vous avez des marques, ils essayent de faire comme Apple, vous voyez. Et c'est pas pareil. Ils font des pauses dans leur speech pour que les gens puissent rigoler, mais des fois, ils rigolent pas. Du coup, ils sont en mode, voilà, le nouveau, je sais pas moi, la nouvelle carte SD, Aurélien Sama, elle est 2 fois plus grosse. Oh là là, je le sens au niveau du poids. Et puis ils marquent une pause comme ça, ils se disent « Oh, les gens vont rigoler » et ils rigolent pas. Et c'est très gênant à regarder à chaque fois. Du coup, quand ils font des événements en ligne, ils font pas leur pause vu qu'il n'y a pas de public. Donc, selon moi, c'est beaucoup mieux. Mais bon, c'est peut-être juste mon avis. Dans tous les cas, aussi, c'est plus facile à suivre parce que tout le monde s'arrange pour que les présentations soient pas en même temps. Donc, c'est beaucoup plus facile à regarder tout ce qui se passe et tout. Donc, selon moi, c'est peut-être pas plus mal, honnêtement. C'est cool d'avoir un événement comme ça, mais c'est un peu comme l'E3. La force de l'E3, c'est les présentations. J'ai déjà été une fois à l'E3, je peux vous garantir, il n'y a rien à l'E3. Genre, la Paris Games Week est aussi grosse que l'E3 en termes de salon, genre de stand et tout ça. Je ne déconne même pas. Et le seul intérêt de l'E3, c'est les présentations, genre Ubisoft et tout ça, sur scène. Et ça, vous pouvez les regarder sur Twitch. Et franchement... c'est peut-être pas plus mal. Donc moi je suis plutôt content au final, enfin pas content de tout ce qui se passe. Hein. Je suis plutôt content qu'ils passent à des présentations en ligne parce que c'est mieux selon moi et que ce sera moins gênant à regarder. Ensuite, petite news au niveau processeur et tout ça, vous avez ce fameux i9 10850K qui a été, on avait vu des rumeurs et tout ça, et il est maintenant disponible en réalité. Il est apparu sur les différents retailers, donc là on est sur LDLC. J'aurais pu aller aussi sur Top Achat, qui au final aussi est LDLC. Mais bon, au final, ça permet d'avoir une idée des prix. Donc, il sort chez LDLC, qui est souvent plus cher, 580 € en gros. Pour vous donner une idée de la différence de prix, un Core i9 10900 KF, qui lui, du coup, n'a pas de partie graphique, est vendu 610 €. Donc, ça fait déjà une réduction de 40 €. Et par rapport au 10900K, ça fait une réduction carrément... pour information, de 80 €, ce qui est de 70 €, voilà, 70 si vous préférez, ce qui est quand même déjà pas mal. Bon, le 10900K, selon moi, est trop cher pour ce qu'il est, hein, mais ça permet d'avoir presque l'équivalent d'un 10900K. Je vous rappelle, il a juste 100 MHz en moins, ce que vous pouvez compenser avec un petit peu d'overclocking, surtout que c'est une version K, et que si vous prenez une version K et que vous comptez pas overclocker, c'est un peu dommage quand même. Et avec les 80 € économisés, vous prenez un meilleur refroidissement tout simplement et vous faites cet overclocking. Ou vous prenez une meilleure carte mère pour mieux overclocker ou je ne sais quoi. Donc ou de la meilleure RAM aussi, ça peut être pas mal, de la RAM plus rapide, ce qui vous donnera des meilleures performances dans les jeux. Ou juste une meilleure carte graphique. Après, si vous prenez un 10900K, c'est que vous avez déjà certainement une 2080 Ti. Parce que selon moi, il vaut mieux, ça vaut largement mieux la peine. Et je le répète encore une fois, ce bon 10600K, qui a rebaissé de prix d'ailleurs chez le DLC parce qu'il avait mis hyper cher. Il est toujours trop cher. Hein. Vous pouvez pas l'avoir pour moins cher. Le 10900K commence, le 10600K commence à être en stock enfin. Le KF n'est toujours pas en stock. Après là, il n'est pas vraiment moins cher, donc ça vaut pas la peine. Mais oui, c'est celui-là qui vous intéresse. Je l'ai sous la main. Il faut que je fasse plus de tests là-dessus pour vous montrer justement à quel point il vaut largement plus la peine. Vous le voir cloquer et il vous donnera des meilleures performances ou pas des meilleures performances, mais il vous donnera des performances très similaires au 10900K dans les jeux vidéo en tout cas.
Et selon moi, si vous achetez un processeur Intel, c'est que vous vous concentrez surtout sur les jeux vidéo. Et vous êtes en mode, je ne fais pas de rendu vidéo. Et même si je devais en faire un processeur Seeker, c'est largement suffisant. Ouais. Mais bon, si vous êtes en mode, je veux le meilleur, voilà, je veux avoir la plus grosse, peut-être regarder au 10850K s'il est en stock. Et ça, je pense que ça va être le plus gros problème avec ce processeur. Ensuite, on a une news au niveau carte graphique. Alors, je vais mettre plusieurs news en un, et plutôt plusieurs rumeurs en un, parce qu'il continue d'avoir des rumeurs au niveau carte graphique, notamment au niveau AMD, avec leur prochaine architecture. Bon, vous avez Big Navi, normalement, qui doit arriver. Vous avez aussi RDNA 2.0, des débats au niveau de l'HBM, la GDDR6. Ouais, on est encore un petit peu trop tôt. Les cartes AMD arrivent, clairement. Il y en a qui arrivent, mais c'est plutôt fin d'année que c'est indiqué. Donc, pas tout de suite. On a aussi encore plus de rumeurs sur les cartes Nvidia, forcément, vu qu'elles sont encore un peu plus proches au niveau de sortie. Je vous rappelle que ce serait peut-être pour septembre. Mais c'est beaucoup de rumeurs, en fait. Notamment les cartes Nvidia, il y aurait des rumeurs comme quoi la 3080, pas la TI, la 3080 serait 25 ou 35, hein, genre c'est les rumeurs, hein, ça varie, % plus rapide qu'une 2080 Ti, ce qui, si c'est confirmé, c'est plutôt massif comme upgrade de performance. Pour information, quand la 2080 est sortie, elle était au même niveau de performance qu'une 1080 Ti, genre pratiquement. Donc imaginez si la 2080 était sortie et qu'elle était 30% ou même juste 25% plus rapide qu'une 1080 Ti, beaucoup de gens auraient upgrade, ou enfin beaucoup de gens. Plus de gens auraient été intéressés d'upgrade, parce que ça veut dire que la 2070 aussi aurait été plus puissante, la 2060 aussi aurait été plus puissante, mais bon. Du coup, on a enfin, si ça se confirme, une upgrade qui devrait être pas mal pour les processeurs de 1080, 1060. Surtout, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui ont des 1060 actuellement, et qui regardent, qui sont en mode, ouais, je peux upgrade, mais l'upgrade n'est pas si énorme que ça. Donc ouais, pour vous, peut-être que vous allez enfin avoir une bonne upgrade. Après, tenez compte qu'ici, en septembre, ce sera les cartes haut de gamme, surtout dans un premier temps. Donc certainement pas la 3060, ou peu importe son nom. Donc ce sera plus une 3070, 3080 et 3080 Ti, ou 3090, on ne sait pas comment ils vont l'appeler. Ensuite, on a une news au niveau Space. Alors ça, c'est pas SpaceX, c'est plutôt au niveau de, justement, la mission pour Mars de Persévérance. Je vous rappelle, c'est un rover qu'envoie la NASA sur la surface de Mars, de NAS, oui. Ils envoient sur la surface d'un NAS. Ils vont voir s'il y a des disques durs sur la surface, peut-être. Je ne sais pas. Non, ils vont sur Mars. Du coup, ce rover est particulier parce que je vous rappelle que, notamment, il est capable de forer sous le sol pour prendre justement des prélèvements plus profondément que tous les autres rovers qui ont été lancés jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est plutôt notable. Il est aussi accompagné d'un petit hélicoptère qui peut voler pas très longtemps parce que l'atmosphère sur Mars est très peu dense. Du coup, sur Terre, les hélicoptères marchent bien parce que l'atmosphère est dense, justement. Sur Mars, il vous faut des beaucoup plus grosses hélices. Il faut tourner les hélices beaucoup plus vite pour arriver à avoir la même portance, on va dire, au niveau de l'hélicoptère. Du coup, c'est un petit hélicoptère qui permet de surveiller la zone, scanner un petit peu la surface pour que le rover n'aille pas à des endroits dangereux et se coince et genre, vous perdez je ne sais combien de milliards de dollars juste bêtement parce que vous avez conduit le rover dans un trou. C'est un petit peu stupide, on va dire, donc il vaut mieux éviter. Du coup, il a été lancé sur une Atlas 5 pour information l'autre jour, voilà pas très longtemps. Et le lancement s'est bien passé. Le rover est du coup en direction avec son petit hélicoptère vers Mars. Et d'ici 7 mois, c'est ça? Il me semble que c'est plus ou moins 7 mois. Il devra atterrir. Et du coup, là, pour l'atterrissage, ça va être spécial parce qu'il y a un délai assez important avec Mars pour information au niveau communication. Il y a une vingtaine de minutes de délai. Du coup, ça veut dire qu'ils pourront savoir seulement après 20 minutes si le rover s'est crashé ou pas. Donc ouais, ça va être plutôt stressant pour les gens qui ont fait ce pauvre petit rover. Donc ouais. Il y avait un autre truc dessus, si je me souviens bien. Il me semble qu'il y a un truc pour fabriquer de l'oxygène dessus. C'est juste pour tester, vous voyez. Mais oui, il me semble qu'il y a un truc pour fabriquer de l'oxygène avec le CO2 de l'atmosphère de justement Mars. Donc ça aussi, ça devrait être plutôt intéressant pour une future mission humaine. Voir si on peut fabriquer de l'oxygène facilement juste avec l'atmosphère. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a principalement du CO2 dans l'atmosphère de Mars. Et je vous rappelle que, évidemment, le CO2, il y a de l'oxygène dedans. Donc si vous arrivez à extraire l'oxygène, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi normalement du CO2 sous forme un petit peu de neige sur la surface de Mars aussi pour information.
Donc ça peut être aussi exploité pour faire de l'oxygène. Donc ce test est très important aussi. Mais bon, très belle mission selon moi. J'ai vraiment hâte de voir les images et tout ça qu'on obtient de ce rover. Surtout que ça fait un petit moment hein, que les anciens rovers ont atterri sur la surface de Mars. La science a évolué, on a des meilleures technologies, donc on va avoir des plus belles choses, peut-être même plus d'informations sur comment ça se passe sur Mars. Donc ça doit être très intéressant. Ensuite, on a évidemment une news SpaceX sur le fait que Bob et Doug, qu'on a vu se lancer en live, je vous rappelle, à part si cette vidéo aussi est bloquée par National Geographic, c'est pas grave. Donc ils ont été lancés évidemment sur la mission Crew Demo 2, si je me souviens bien, qui était une mission pour montrer que le modèle Crew Dragon de SpaceX tout allait bien pour contrôler tout, tester aussi de le piloter manuellement, tout ça. Hein. Et ils sont restés plus longtemps que prévu dans la station internationale. Ils ont fait même des petites sorties et tout ça à l'extérieur pour fixer des trucs. Et du coup, à l'heure actuelle où je vous parle, moi en tout cas, ils sont partis de la station, ils sont dédockés et ils sont en train de redescendre petit à petit pour finalement atterrir dans l'océan. Je ne sais plus c'est où le point où ils vont atterrir forcément, mais bon, en gros, ils vont revenir sur Terre. Et normalement, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, et même le moment où elle sort, ça va bientôt arriver. Donc, si vous voulez suivre ça, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez le live de SpaceX pour information. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ça devrait être plutôt intéressant à regarder. Personnellement, je le regarderai. Je ne ferai pas live ou autre chose. Je le regarderai juste. Parce que, encore une fois, très intéressant de voir ce que ça va donner. C'est à peu près tout à dire. Franchement, il n'y a pas plus à dire. Ils reviennent sur Terre. J'espère que ça va bien se passer. Il y a juste un petit dernier truc qu'on peut dire pendant que mon smartphone a du mal à se recharger sur le pad sans fil. C'est que ils ont déjà aussi choisi des astronautes pour la mission Crew 1, qui, elle, n'est plus une démo. C'est la première mission où on envoie des astronautes qui vont rester dans la station pendant des mois, pas juste quelques semaines pour tester tout ça. Et ils ont choisi des astronautes. Il y a 2 astronautes américains, évidemment. Vous avez aussi un astronaute japonais. Bon, je ne sais plus le nom des astronautes au Japon, comment ils les appellent, mais c'est un autre nom en réalité. Et vous avez aussi un astronaute français, que vous devez bien connaître. Je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Mais bon, cet astronaute français, que vous avez déjà vu pas mal de fois normalement dans les news, va aussi voler avec Crew 1. Il est d'ailleurs apparemment déjà sur place dans le centre d'entraînement de SpaceX, en train de s'entraîner sur, évidemment, un modèle de test pour que tout se passe bien. Donc ouais, 4 passagers hein, pour cette mission. C'est une des forces du Crew Dragon, c'est que vous pouvez transporter 4 personnes. Soyuz, pour information, c'est 3 personnes maximum et c'est très serré. Là, ils ont beaucoup de place, même avec 4 personnes. Donc, ça va être intéressant. Et ça arrivera dans quelques mois. Je ne sais plus exactement quand. C'est pas dans si longtemps. Mais dans quelques mois. Et enfin, une petite dernière news sur le Sony A7S Mark III par rapport à la semaine dernière. Il a été annoncé par Sony. Et c'était à peu près ce à quoi s'attendait plutôt. Il va d'ailleurs normalement sortir en septembre pour la modique somme de 4000 €. Yup. C'est pas donné, mais après, pour ce qu'il offre, ça va encore. Il faut le savoir. Donc, il a un capteur de 12 mégapixels. Ça peut paraître un peu dérisoire par rapport à ce qui se passe en ce moment. Genre, c'est en mode, ouais, mon téléphone a un capteur de 108 mégapixels ou même 30 mégapixels ou autre chose. Mais c'est une caméra ici, c'est pas un appareil photo pour la photo. Même si Sony vous permet de faire de la photo avec, et des gens s'amuseront à en faire, vous ne prenez pas des photos avec. Vous pouvez, si c'est pour vous dépanner autre chose, mais non, vous faites de la vidéo avec. Et du coup, cet appareil fait du 4K, et la 4K, vous n'avez pas besoin de 60 mégapixels, ça sert à rien. Parce qu'au final, vous allez devoir prendre ces 60 mégapixels et puis les remettre plus petits, genre prendre aussi bien 4 pixels pour les retransformer en un seul pixel, vous rajoutez du process et tout ça. Oui, ça pourrait donner une meilleure image, mais le problème, c'est que vous allez faire beaucoup de process au niveau processeur et tout ça. Ça ralentit le captage de l'image, ça fait chauffer la caméra. C'est pas idéal. C'est un peu le problème qu'a justement le Canon R5 au niveau de sa 8K. Après, évidemment, encore une fois, selon moi, ce n'est pas des appareils qui sont concurrents directs. Ils visent des marchés, selon moi, assez différents. Il y a beaucoup de gens qui les ont comparés parce qu'ils sont sortis en même temps. Mais ouais, encore une fois, selon moi, c'est pas la même chose. Donc ici, ça va être une caméra pour vraiment filmer. Donc
12 mégapixels encore une fois. Il peut monter jusqu'à un ISO étendu d'ailleurs de 409 000. Pour information, l'ISO, c'est la sensibilité du capteur à la lumière, tout simplement. Donc, de base, c'est genre, il peut descendre jusqu'à 40 ISO. Donc, en général, une caméra, même une bonne caméra, si vous dépassez les 10 000 ISO, l'image devient... genre, il y a du bruit dans l'image, c'est plus très beau. Du coup, ici, monter jusqu'à 400 000, c'est un peu, voilà, exagéré. Mais du coup, il faut savoir que le Sony A7 Mark II, que le Sony A7 Mark III remplace, était le king, littéralement, de la basse lumière. Ça veut dire que c'était une caméra qui était souvent utilisée en conditions où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et c'est le cas aussi de ce Sony A7 Mark III. Il y a même des trucs étranges où apparemment... Normalement, il n'y a pas du dual ISO. En gros, le dual ISO, c'est quand vous avez une caméra qui a 2 ISO dans lesquels elle peut fonctionner et elle aura très peu de bruit. Donc bien souvent, c'est plutôt genre, oh, tu as un ISO de base de 100 et puis le deuxième ISO de base, il est à 800. Vous voyez, ça permet de couvrir un petit peu le début de la range de ISO et permettre d'avoir de meilleures qualités d'image, tout simplement. Ici, le deuxième ISO, qui n'est pas annoncé par Sony ou autre chose, mais qui a été montré par quelqu'un qui a testé, sera à 16 000. À 16 000 ISO, bizarrement, genre quand vous êtes à 12 000 ISO, ben, y a un peu de bruit dans l'image. Vous retournez à 16 000 ISO, qui devrait avoir plus de bruit, genre il y a moins de bruit. Ce qui montre qu'il pourrait avoir justement un double système d'ISO, mais Sony ne l'a pas annoncé encore une fois, donc c'est un peu étrange, mais bon. Dans tous les cas, ouais, c'est une bête en basse lumière. Sony a donné des exemplaires de test à beaucoup de reviewers. En réalité, c'est des pré-productions, modèles de pré-production, mais il y a des gens qui ont fait déjà pas mal de vidéos là-dessus. Et oui, c'est une bête en basse lumière, forcément, s'y attendait un petit peu. Il a aussi, ce Sony A7 Mark III, pas mal de dynamic range, donc c'est... ça, on le voit souvent parler justement pour les appareils photo de téléphone. La dynamic range, c'est quand vous pouvez prendre une photo de quelque chose dans une ombre, mais avoir aussi le ciel avec le soleil. Mais du coup, le problème, c'est que si vous n'avez pas un bon appareil photo, soit l'ombre sera trop sombre, ou soit le soleil sera juste du blanc, ce sera suréclairé. Un appareil photo avec une bonne dynamic range fait en sorte que le soleil n'est pas trop éclairé, mais vous voyez des détails dans l'ombre. Genre, c'est pas juste noir. Et le Sony A7 Mark III aurait jusqu'à 15 stops de plage utilisables. Bon, c'est en théorie, en pratique, ce serait plus 13. Et pour information, ça place ce Sony A7 Mark III au niveau de caméras cinéma. Genre des caméras utilisées pour faire des films. Et pas juste genre les caméras d'entrée de gamme pour faire des films. Genre des bonnes caméras pour faire des films. Donc c'est plutôt bon tout ça. Vous avez 4K, 120 fps, 60 fps qui ont déjà été pas mal testés au niveau de la chauffe d'ailleurs. Pas de problème de chauffe, pas de limite d'enregistrement d'ailleurs. Donc vous pouvez enregistrer du 4K 120 fps aussi longtemps que votre batterie tienne et aussi longtemps que votre carte SD tienne, parce qu'évidemment ça va prendre de la place tout ça. Vous avez d'ailleurs de l'output en 16 bits RAW à travers le port HDMI qui est un full HDMI d'ailleurs. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est génial ça. Donc si on voit là, ça c'est du full HDMI et j'ai des caméras, je peux vous dire que c'est génial parce que par exemple la caméra que je filme ici, c'est un micro HDMI, c'est du tout petit HDMI et si vous ne faites pas attention, vous le percutez juste un peu, c'est-à-dire vous pétez le port, ok? Pas très cool à avoir ça parce qu'après vous pouvez plus l'utiliser. Donc ouais, un full HDMI beaucoup plus résistant et surtout ça permet de faire passer plus d'informations parce que les full HDMI genre ont plus de bandes passantes bien souvent. Et là, il permet de faire du 16 bits RAW. Donc, la vidéo RAW, c'est comme les images RAW pour information. Donc, vous avez toutes les informations qui ont été sauvegardées. Donc, vous pouvez récupérer pas mal de détails bien souvent quand vous enregistrez en RAW. Et ça veut dire aussi que la caméra n'a pas processé l'image. Ça veut dire que l'image est la plus brute possible. Donc, c'est très pratique. Donc, du 16 bits RAW, c'est-à-dire 16 bits, c'est le nombre de bits utilisés pour enregistrer des informations de couleur. Pour information, l'écran que vous devez regarder peut-être cette vidéo est certainement en 8 bits. Vous avez quelques écrans en 10 bits. Certains téléphones ont des écrans 10 bits. Pour faire de la HDR, vous avez besoin d'ailleurs d'un écran 10 bits pour info. Et 12 bits, 14 bits et tout ça, ouais, on n'en a pas encore vraiment beaucoup. Donc 16 bits de données au niveau couleur, ça vous donne beaucoup de liberté. C'est même... Au point même que, d'ailleurs c'est jusqu'en 60 fps ça, au point même qu'il n'y a aucun enregistreur à l'heure actuelle qui peut faire ça. Donc ils ont mis quelque chose qui n'est pas possible pour le moment
de la part des autres sociétés qui devront faire ça en gros. Vous avez en interne toutefois du D-Bits, donc là encore une fois, ce qui permettrait de faire de HDR en 4.2.2. 4.2.2 c'est... Comment je peux l'expliquer? C'est compliqué à expliquer. Je préfère pas l'expliquer. 4.2.2 c'est bien. Voilà, c'est bien. Tenez-en compte. Et il peut enregistrer en H265 et H264. Donc ça, c'est cool, le H265. Je vous rappelle que le H265 permet de mieux compresser. C'est plus lourd au niveau de la compression, évidemment, mais c'est plus moderne. Donc ça compresse mieux. Vous avez une meilleure qualité d'image pour le même débit de données. Donc c'est très, très bon. Et c'est quelque chose que plus de caméras devraient utiliser. Vous avez aussi un full flip screen. Ça, c'est le plus intéressant. Genre... Vous voyez, l'écran peut se retourner complètement et vous pouvez vlogger avec ou autre chose si vous êtes complètement fou. Et c'est quelque chose que Sony n'a jamais fait depuis... Enfin, ils l'ont fait avec le ZV1, le ZV1, qui était un appareil photo fait pour le vlog, qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps. C'était vraiment l'une des premières fois, honnêtement. Et c'est très pratique, un flip screen. Je peux vous le dire que des fois, ça me manque. Par exemple, avec le Sony A6400, que j'enregistrais cette vidéo, vous avez un flip screen mais par au-dessus de la caméra, donc c'est pas pratique. Si vous mettez un micro par au-dessus, ça bloque l'écran. C'est pas idéal. Et pour mon Sony A7 Mark III que j'utilise pour filmer la plupart des vidéos de Texama, vraiment quand je suis sur l'autre bureau, pas de flip screen. Ça veut dire que si... Des fois, je sais même pas si j'ai bien lancé l'enregistrement, donc je vais voir. Je me lève, je vais voir, ça prend du temps. Pas très pratique, donc ouais. Et puis, stabilisation sur 5 axes, c'est pas la meilleure sur le marché. Ça, par contre, ça, c'est un petit peu dommage. Après, il y a une théorie comme quoi ils n'ont pas mis plus de stabilisation pour éviter l'effet que vous avez sur... le problème, c'est quand vous stabilisez trop le capteur et qu'il peut bouger trop, vous avez un effet de... Comment dire de gélatine, c'est un peu ça. Sur l'image, genre, vous voyez l'image bouger bizarrement. Sur les images stabilisées, vous devez voir des fois ça. C'est genre, vous avez l'impression que c'est de la gélatine ou je sais pas quoi. C'est très particulier à voir et c'est pas très beau à voir. Donc, il y a certaines personnes théorisent qu'ils ont évité d'aller trop haut au niveau de la stabilisation pour éviter ça. Après, si vous mettez un objectif stabilisé, plus la stabilisation dans l'appareil, ce sera bon. Et puis, je vous rappelle que la Sony A7 Mark III est plutôt petit, donc vous pourrez le mettre sur un stabilisateur plutôt facilement et profiter d'une image ultra stable. Et puis, le dernier truc qui était très intéressant et que j'aimerais voir plus dans le futur, c'est qu'il a un double slot carte SD, mais compatible aussi, voilà le Full HDMI d'ailleurs, mais aussi compatible CF Express. Mais pas n'importe quel CF Express, c'est du CF Express type A. Donc ça, c'est une carte SD. Ça, c'est du CF Express type A. C'est plus petit et en fait, ça utilise le même slot. Donc soit vous mettez une carte SD, soit vous mettez le CF Express. Et ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc si vous prenez le CF Express, vous pouvez enregistrer dans les meilleurs codecs possibles, ceux qui prennent le plus de données, qui demandent une carte très rapide, évidemment. Ou alors, si vous n'avez pas votre CF Express sous la main, vous avez juste une carte SD, vous pouvez quand même la mettre et filmer quand même des trucs. Donc ouais, plutôt cool. Donc ouais, il est annoncé à 3500 $. En Europe, c'est plus 4200 €. Et du coup, apparemment, c'est un premium de 500 $ sur la version Mark II qui était sortie en 2015 pour info. Donc ouais. Mais c'est un peu moins cher que le Lumix DC S1H, qui est un concurrent direct, je vous rappelle, au niveau vidéo, qui est en gros c'est un peu ce qu'a mis sur le marché justement Panasonic pour ceux qui veulent filmer des vidéos et tout ça, et qui permet de faire pas mal de choses que fait ce Sony A7 Mark III. Même il permet de faire du 6K par exemple, mais c'est pas vraiment non plus exactement les mêmes appareils. Et puis le Sony a ses avantages et Panasonic a aussi ses avantages. Je dirais que l'avantage de Sony, c'est que Sony a un très bon autofocus, alors que Panasonic, j'ai déjà utilisé un Lumix G7, je vais être très honnête, l'autofocus Panasonic, voilà, vous n'y comptez pas trop dessus. Genre, vous faites comme s'il n'existait pas vraiment, parce qu'il n'est pas très bon. J'aimerais, ça, Panasonic, franchement, le dernier truc qu'ils ont besoin d'améliorer, c'est l'autofocus. S'ils font un très bon autofocus, ils sont bons, quoi. Le reste, ils ont des specs de rêve, quoi. Genre, imaginez le GH5, qui est, je vous rappelle, un des appareils photo phares de Panasonic.
que beaucoup de gens utilisent, qui permet de faire de la 4K 60 fps et tout ça. Bon, c'est un écran, enfin c'est un capteur micro Four Thirds, donc c'est un plus petit capteur, c'est pas du full frame ici comme sur le Sony A7 Mark III, mais très utilisé. Et très bonne stabilisation aussi sur ce capteur, genre beaucoup de gens vloguent avec, mais le problème c'est que l'autofocus c'est pas très bon, donc pour vlogger c'est pas idéal non plus. Et bon, tout le monde n'utilise pas l'autofocus, mais des fois c'est quand même très pratique, c'est vraiment très pratique des fois. C'est une technologie moderne, ça permet d'éviter d'avoir quelqu'un à côté de vous avec un truc sans fil, avec une roue pour focus à distance, hein. C'est utilisé comme ça dans le cinéma en fait. Vous avez un mec qui opère la caméra, vous avez un mec qui a une roue qui contrôle le focus pour focuser sur le bon truc, et puis vous avez une autre personne qui contrôle le son évidemment, et puis vous avez le directeur juste derrière qui est en mode attends, on met ta caméra comme ça. Genre ça fait beaucoup de personnes. Alors que là, si vous avez un bon autofocus et tout, ben, ça permet de simplifier quand même pas mal le travail. Il y avait aussi un autre truc intéressant, c'est que le shoe mount au-dessus du Sony A7 Mark III est digital, genre il y a des pins dedans. Et vous pouvez mettre un micro Sony qui n'a pas besoin de câble. Genre, il n'y a pas de câble qui sort du micro qui va dans la caméra dans le jack sur le côté. Et ça permet d'avoir un setup ultra clean, mais avec un bon son, quoi. Donc, c'est aussi plutôt intéressant. Donc, ouais. Voilà. Sony A7 Mark III. Je suis un peu mon geek au niveau caméra ici. Je vais être très honnête parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis pas mal de ce milieu-là. Je suis loin d'être un expert toutefois. Je suis plus intéressé d'un point de vue spec bien souvent parce que j'aime bien l'informatique et tout et que j'aime bien les specs. Je suis clairement un amateur, mais bon, ça m'intéresse quand même beaucoup. Et j'espère que ça vous intéresse aussi. Aussi, petite news update. Vous avez le gagnant du PC qui a reçu son PC. Donc pour ceux qui se demandaient, voilà, le gagnant a été choisi. Il a déjà reçu son PC. Oui, il a oublié de brancher la carte graphique. Vous inquiétez pas, il l'a refait depuis. C'est juste que pour évidemment l'envoi, j'avais désinstallé la carte graphique pour pas que... Le problème, c'est que quand vous envoyez un PC, ou quand vous transportez votre PC, petite astuce, désinstallez la carte graphique. C'est la partie qui peut le plus facilement bouger, se casser et juste devenir un projectile très dangereux pour le reste de votre PC. Parce que le reste, ou sinon, je veux dire, le water cooling était fixé au-dessus du boîtier, tout ça, tout était bien fixé. D'ailleurs, je me suis assuré que tout était bien fixé avant de lui envoyer pour être sûr que tout va bien. Mais la carte graphique, même si vous avez des trucs qui la prend en sandwich, qui la permet de la maintenir mieux en place, je ne ferai pas confiance. Surtout si vous l'envoyez via un expéditeur comme là c'était UPS pour information. Ouais, peu importe c'est qui, je ne fais pas confiance. Donc la carte graphique a été désinstallée, il a réinstallé lui-même, mais il a oublié de connecter les câbles d'alimentation. Donc ne vous inquiétez pas, il a dû le faire depuis, je suppose, parce que sinon ce serait un petit peu dommage. Donc ouais. Voilà le PC du gagnant. Si tu regardes cette vidéo, peut-être, je ne sais pas, félicitations. J'espère que tu apprécieras bien ce PC et que tu feras plein de séances de jeux vidéo dessus. Et puis merci à toi d'avoir posté un screenshot parce que bien souvent pendant les concours, comme ça, il y a des gens qui doutent. Pour après, leurs doutes sont justifiés. Il y a des youtubeurs qui font des faux concours, il faut le savoir. C'est très rare, mais ça existe, qui font genre, oui, gagner 500 iPhones et puis... Bizarrement, il n'y a pas trop de preuves du fait qu'ils ont livré 500 iPhones. Hein, je parle d'un certain youtubeur, là. Pas MKBHD ou autre chose, c'est un certain youtubeur. Je ne veux même pas le préciser, mais il y a beaucoup de trucs chelous là-dessus. Pour information, d'ailleurs, là-dessus, c'est que vous pouvez acheter des boîtes d'iPhone pour pas très cher sur eBay et tout ça. Du coup, vous pouvez littéralement acheter 100 € de boîte et puis juste dire, ouais, je fais un giveaway, je donne 500 iPhones. Vous montrez toutes les boîtes, hein, c'est legit, c'est des vraies boîtes et tout, Apple. Mais après, vous livrez rien, parce que les gens ne peuvent pas savoir si vous avez forcément livré à tous les gagnants. Donc ouais, mais là, voilà, vous avez le gagnant, je tiens à le montrer, parce que, encore une fois, il y a des gens qui doutent là-dessus, et personnellement, oui, je trouve ça dégueulasse, les gens qui font des faux concours. À quoi ça sert de faire des... c'est juste pour qu'ils se fassent plus d'abonnés ou autre chose, mais bon, moi, je fais très rarement des concours, et quand je fais un concours, évidemment, je m'assure que la personne reçoive son prix. Ça semble logique. Donc ouais, enjoy ton PC, chasseur de roucoule. Ok, c'est un drôle de pseudo-Twitter. Et aussi, je tiens à le préciser, je ne veux pas, si je vois le moindre hater qui va dans son tweet pour juste être... tweet, comme on dit les Français, voilà. Si je vois des haters qui vont s'énerver sur lui parce qu'il a eu le PC et que c'est pas eux qui l'ont eu, je vous le dis, vous êtes automatiquement banni et c'est pas la peine d'espérer participer à un concours. Parce que j'ai déjà vu des personnes s'énerver comme ça, c'est genre... C'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous devez vous énerver sur le gagnant. C'est très immature. On a l'impression de voir des gamins de 8 ans qui sont en mode « J'ai pas eu le jouet, moi aussi !» C'est vraiment ça. Donc ouais, évitez. Il y a aussi un petit dernier sujet.
J'ai regardé pas mal vos commentaires justement au niveau du débat sur la chaise gaming de Logitech et d'Herman Miller. Et oui, je tiens à le redire, c'est une chaise très 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 chère, beaucoup trop chère pour beaucoup de gens. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disaient « Waouh, moi une chaise à 50 € chez Ikea, ça suffit. » Je vous le dis, quand vous avez moins de 20 ans, moins de 30 ans, ça suffit, il n'y a aucun problème. Même moi j'ai aucun problème, honnêtement. Je pourrais m'asseoir sur un truc pas hyper confortable, j'aurais pas mal au dos. Mais petit à petit, ça fait des dégâts. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais ça fait des dégâts. Et quand vous avez 40 ans et que vous avez d'un coup extrêmement mal au dos, je connais des gens qui ont été dans ce cas-là, vous le regrettez d'avoir pris cette chaise à 50 €. Donc, ne prenez pas forcément une chaise à 1000 €, mais essayez de prendre une bonne chaise. Vous avez, comme je dis, l'ergochère que j'utilise, comme je dis, elle est un peu plastique et tout. C'est pas la chaise la plus idéale, mais elle est plutôt quand même pas mal au niveau ergonomique. Vous avez d'autres chaises meilleures à 100, 200 € et tout ça. Il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, que je fasse un guide d'achat de chaises. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour la chaîne Texama, surtout qu'un guide d'achat de chaises serait valable pendant des années, littéralement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de chaises qui sortent intéressantes. Donc ouais, mais une chose est sûre par contre, c'est que ces foutues chaises gaming avec des sièges racing et tout ça, je vous le dis, ne sont pas bons pour votre dos. Bien souvent, un des trucs très importants des chaises ergonomiques, c'est le soutien des lombaires. Donc c'est en bas de votre dos, hein, dans votre colonne vertébrale. Beaucoup de ces sièges gaming, ils mettent juste un vieux coussin dans la boîte en mode tiens, ton soutien lombaire. Lambert. C'est un nom de famille en Belgique. Mais ici, là, moi, j'ai carrément un truc qui vient presser par derrière pour me soutenir les lombaires. Alors, vous pouvez quand même mal vous asseoir dans une chaise ergonomique. Hein. Par exemple, moi, là, à force de faire le Texama, je me suis un peu mal mis, mais si je me remets bien, je peux vous jurer que dans cette chaise-là, même si, encore une fois, c'est pas la meilleure qualité de construction, je peux rester des heures et j'ai aucun problème. Bon, après, une petite technique, je ne suis pas ergothérapeute, hein, mais j'ai pas mal renseigné sur le sujet, je tiens quand même à vous donner des trucs. Le truc le plus important pour éviter de vous péter le dos en tout cas, c'est bouger. Si vous restez tout le temps debout, c'est mauvais aussi pour votre corps. Si vous restez tout le temps assis, c'est mauvais pour votre corps. Si vous restez tout le temps couché, c'est mauvais pour votre corps. Le mieux, c'est de bouger. Vous restez un peu assis, vous vous remettez debout. Vous remettez un peu assis, vous vous étirez de temps en temps, toutes les demi-heures, toutes les 1 heure au moins. Étirez-vous un petit coup là, genre en mode... Là, vous regardez cette vidéo depuis peut-être 1 heure pour certains, étirez-vous, c'est le moment. Juste, voilà. Je m'étire, même dans votre chaise, vous étirez un petit peu, c'est déjà ça, ok? Prenez juste ce petit réflexe-là, de temps en temps, allez vous chercher un verre d'eau, levez-vous. Ne mettez pas forcément de l'eau à côté de vous, parce que ça vous incite à rester assis. Non, plutôt levez-vous, et genre, donnez-vous la motivation de vous lever, allez chercher un verre d'eau directement par vous-même, et ça vous fait bouger comme ça. Très important. Donc ouais, entre une game, 2 games de LoL, bougez aussi. Entre 2 games de CSGO ou je ne sais quel jeu vous jouez, bougez aussi. Entre 2 games de Minecraft, ça prendrait des mois ça. Entre 2 UHC Minecraft, bougez aussi. Bref, dans tous les cas, bougez. C'est le résumé de ce truc, bougez. Et prenez une meilleure chaise par pitié, pas les chaises Ikea à 50 €. Ça, elles sont vraiment mauvaises pour vous. Vraiment. Et le pire, c'est que vous économisez. Vous dites, ouais, mais c'est pas cher. Mais oui, mais le problème, c'est que vous allez acheter une chaise à 50 € et 2 ans plus tard, elle est pétée de tous les côtés parce que c'est pas de la bonne qualité. Et vous en reprenez une autre à 50 €. Et au final, si vous aviez pris juste une bonne chaise qui aurait duré 5 ans, ça vous aurait coûté le même prix. Et par contre, votre dos vous aurait remercié. Donc ouais, pensez à votre dos. Très important. Et si vous êtes intéressé pour ce guide d'achat de chaises, j'essaierai de me renseigner un max. Je pense que le mieux, ce sera de se renseigner avec quelqu'un, un médecin dans le milieu, un ergothérapeute ou autre chose, qui peut regarder les chaises et se dire non, celle-là, elle est mal conçue, je le vois directement. Et essayer de conseiller justement des chaises, pas forcément parce qu'elles sont les moins chères, mais parce qu'elles sont au minimum bon pour votre dos et elles vont pas vous détruire justement à votre dos. Mais après, encore une fois, bougez, étirez-vous un coup. Donc moi, je vais arrêter ce Texama Show aussi, je vais les m'étirer un coup. Merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show ou une prochaine vidéo et tout ça. Et je vous dis ciao ciao.